bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aussi à tous nos abonnés de notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est maintenant, n'hésitez pas. Voici les titres de l'actualité. La semaine dernière, je vous ai parlé de Notre-Dame-du-Joux, donc un mouvement qui prie pour les couples en difficulté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre difficulté, à savoir la distance géographique. Comment s'aimer malgré la distance? Je vous lirai l'interview de Véronique Suquet qu'elle a donnée au magazine Zélie numéro 42. Véronique Suquet est conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël dans le Val-de-Marne. Qui est Carlo Acutis du Guatemala? Le fameux Carlo Acutis, donc à savoir Juan Barrera Mendes, un nouveau bienheureux qui rentre dans l'Église du Ciel à l'âge de 12 ans. Je vous rappelle que la maman de Carlo Acutis était intervenue en direct sur Radio Maria France. Le témoignage de Juan Barrera Mendes est sur Aletheia. Culture chrétienne, je vous ai parlé la semaine dernière des défis de la soixantaine de Jacques Gauthier. Des défis de la quarantaine. Je vous parlerai donc de son livre Les défis de la soixantaine, paru aux éditions de l'Emmanuel. Un autre livre, Publie ma gloire, de Guy Barret, préfacé par Monseigneur Ray, un livre paru aux éditions Via Romana. Publie ma gloire, c'est tout simplement un livre qui rassemble les paroles de la Vierge Marie lors de ses apparitions. Je vous en dirai plus à la fin de cette revue de presse. Nous commençons cette revue de presse avec la vie affective, donc comment s'aimer malgré la distance quand on est marié. Il n'est pas rare que des couples mariés soient confrontés à la séparation géographique dans des situations très diverses, telles que les déplacements professionnels, les missions de plusieurs mois, le célibat géographique, les horaires décalés ou simplement les horaires de grande amplitude. Donc, comment continuer à s'aimer malgré l'absence et la distance? Les conseils de Véronique Suquet, donc paru dans le magazine Zélie numéro 42. En quoi la distance peut-elle fragiliser la relation de couple? La séparation géographique laisse une place vide. Or, la nature a horreur du vide. Et d'autres choses ou personnes peuvent venir le remplir. Il n'y a plus le partage, la tendresse, l'intimité et le soutien réciproque de la présence physique quotidienne. Il est difficile de communiquer, car on n'a pas les mêmes rythmes. On peut perdre dans la qualité de la communication, notamment dans le langage non verbal. On partage moins d'expériences communes, on sort seul, on voit des amis seuls, ce qui est d'autant d'investissement en moins dans la vie à deux. Les couples qui tiennent dans cette situation sont ceux qui arrivent à mettre des passerelles entre leur vie pour rendre l'autre présent autrement. Dans la prise de décision, il est important de tenir l'autre au courant et le consulter. Même si les actes sont les mêmes, la décision est prise à deux. Faire cela a ainsi changé la relation d'un couple en célibat géographique que j'ai reçu, dont l'homme sortait souvent tard le soir avec ses amis et dont la femme lui reprochait de ne pas être informée et d'accord avec cela. La distance peut-elle parfois être bénéfique au couple? En effet, il y a beaucoup de bénéfices secondaires. La distance redynamise le couple, car le manque crée le désir. Dire « tu me manques » signifie « j'ai un désir de toi ». Un sociologue a d'ailleurs observé que les couples régulièrement séparés ont davantage de relations intimes. Ensuite, la distance vient casser la routine. Elle demande de réorganiser le mode de relation et suscite de la créativité. On se voit peu, donc il faut que ce soit bien. Ensuite, cela donne de l'autonomie. Dans des cas de couple dont la relation est en mode parent-enfant, mais aussi de l'oxygène à chacun, quand le couple est trop fusionnel, chacun peut avoir plus d'espace, avec des loisirs, des amis, puis partager son vécu avec l'autre. Enfin, la distance réduit parfois les sources de conflits tirés du quotidien et suscite plus d'efforts lors du temps partagé ensemble. Si la question se pose pour l'un des conjoints d'accepter un travail qui prévoit de nombreuses absences, quels sont les critères pour nourrir la décision du couple? Les critères sont la faisabilité. Est-ce proche ou loin? Le coût financier, les allers-retours, le logement, ce que cela va apporter au couple, les renoncements pour le couple, pour chacun et pour la famille, l'organisation matérielle,
la fréquence des retrouvailles, la gestion liée aux enfants, les soutiens familiaux et amicaux, enfin la question du travail de l'autre conjoint. Comment entretenir concrètement le lien amoureux malgré l'absence ? Il s'agit de rendre l'autre présent, comme s'il occupait la chaise d'à côté. On va utiliser les langages de l'amour, comme les compliments et les services. Il s'agit en sorte d'occuper le terrain. Cela passe par le soutien et l'écoute quand l'autre rencontre des difficultés. Il faut communiquer beaucoup sur les faits, mais surtout sur la façon dont on les a vécus, à savoir le ressenti. Par exemple, le soir, on peut partager les pierres blanches et les pierres noires, les bons et les mauvais moments. Les photos, vidéos et outils comme Skype ou WhatsApp permettent des liens de tous les instants. On peut remplacer la quantité par la qualité. Que ce soit au téléphone ou en présence de l'autre. Concernant le décalage du rythme, qui est parfois un décalage horaire, mieux vaut planifier les rendez-vous téléphoniques en amont. On peut aussi demander « j'ai besoin de 10 minutes pour te parler, quand est-ce possible ?» On peut dire beaucoup de choses en 10 minutes, bien plus qu'en 1 heure. Comment préparer les retrouvailles pour qu'elles se passent au mieux ? Les retrouvailles sont la clé d'une séparation réussie. C'est un moment compliqué, car il faut accepter de tout laisser, problème, enfant, pour accueillir l'autre, comprendre avec quoi il arrive et où il en est. Ainsi, un homme était rentré énervé à cause du retard de son train. Il s'était isolé pour ne pas ennuyer sa femme, ce qui avait agacé celle-ci. Il faut accepter de se laisser du temps pour se rejoindre et se mettre au diapason, car on ne se retrouve pas là où on en était avant la séparation. Chacun doit aussi redonner sa place à l'autre, après avoir pris un rythme individuel. Ensuite, il est bon d'organiser des temps de qualité, sorties, promenades, pique-niques, ou simplement être dans une pièce sans les enfants, pour dire où on en est émotionnellement, plutôt que de parler uniquement de la fuite d'eau et des soucis. Est-il pertinent de taire à l'autre certaines choses du quotidien pour ne pas l'inquiéter ? Dans les cas des militaires qui ne doivent pas recevoir d'informations traumatisantes ou culpabilisantes, oui, car ils peuvent rarement rentrer en cas de problème. En revanche, pour les autres, mieux vaut transmettre l'information, car cela donne à l'autre la liberté de se sentir impliqué. Si on tait trop de choses, on n'est plus en phase. Comment gérer le partage des tâches domestiques et les décisions familiales dans ce cadre ? On va réinventer les rôles en parlant ensemble. Par exemple, le conjoint qui part peut gérer des tâches à distance, comme répondre aux mails administratifs, gérer les comptes et les impôts, ou encore préparer les vacances. Ce n'est pas le moment de lancer de grands chantiers dans la maison. De même, les décisions familiales doivent être prises à deux, sinon l'autre risque de se sentir exclu. Ça peut paraître très banal, mais pourtant, combien de fois on passe à côté ? Comment vivre la sexualité quand on est séparé physiquement ? Pour qu'il y ait une relation intime, il faut d'abord la créer. Il faut l'entretenir. S'il y a des tensions, l'intimité ne va pas se faire. Il est également bénéfique de parler pendant la séparation de la façon dont chacun gère le manque et le désir. Comment, ou comme dans les autres domaines, en cas de séparation géographique, il faut réorganiser son mode de fonctionnement. Comment ? Être à l'écoute des besoins de chacun et communiquer. C'était les conseils de Véronique Suquet, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël, des conseils qu'elle a donnés lors de son interview au magazine Zélie, numéro 42. Je vais vous maintenant donner le témoignage d'un bienheureux. À l'image de Carlo Acutis en Europe, il s'agit de Juan Barrera Mendez, dit Juanito, mort martyr à l'âge de 12 ans. Voici son témoignage et voici en quoi, et voici surtout les raisons pour lesquelles nous pouvons nous confier à lui. Nous sommes en 1980 au Guatemala. Il fait froid en ce triste jour. Un jeune garçon marche péniblement le long de la rivière. Ses mains sont liées. Les blessures qu'on lui a infligées saignent toujours et tachent ses vêtements. Mais le plus douloureux demeure ses pieds. Les soldats qui ont envahi sa maison lui ont coupé la plante des pieds et depuis des heures, ces tortionnaires le font marcher sur les sentiers rocheux. Les cailloux pointus
pique et déchire sa chair. Les soldats se moquent de lui. Pourquoi ? Parce qu'il a propagé l'amour du Christ. Juan Barrera Méndez, dit Juanito, n'a que 12 ans. Mais il est bien connu dans la région. Il est, malgré son jeune âge, membre de l'Action catholique, comme beaucoup de membres de sa famille. Ce mouvement social a pour but d'instaurer et soutenir le christianisme. Juanito est celui qui enseigne le catéchisme aux enfants et les prépare à la première communion. La lumière et le savoir qu'il dégage ne passent pas inaperçus. Quelque chose en lui réchauffe les cœurs apeurés de ses compatriotes et apporte du courage en ces temps incertains. Même les confirmés l'écoutent avec attention. Chaque parole qu'il prononce semble lui avoir été soufflée par Jésus lui-même. Malgré toute cette joie qu'il éprouve à propager la joie du Christ, une chose pèse sur le cœur de Juanito. Son père n'est pas croyant. Alors tous les jours, il prie pour lui. Le grand rêve du petit catéchiste est de construire une chapelle près de chez eux, pour que son père n'ait que quelques pas à faire pour rejoindre le Christ s'il le désire. Malheureusement, Juanito ne verra jamais son rêve se réaliser. Depuis 20 ans, une guerre civile divise le Guatemala, opposant le régime militaire à divers groupes rebelles. Durant ce conflit, les chrétiens sont au premier rang des victimes. Les membres de l'Action catholique sont fichés, traqués et tués. Ce 18 janvier 1980, les soldats débarquent dans la maison des Méndez. Juanito, considéré comme un membre à part entière de l'Action, est leur première cible. Ils traînent le garçon hors de chez lui et l'interrogent comme un criminel. On lui ouvre les pieds avec une lame affûtée avant de le faire marcher. Mais Juanito prie. Il récite ses prières, témoigne par son sang et ses larmes. Quand les soldats en ont assez, Juanito est attaché à la branche d'un arbre et abattu. Une fin tristement similaire au sacrifice du Christ, après un douloureux chemin de croix. Dans un dernier souffle, le petit catéchiste pense à sa famille, au père en particulier, qu'il ne verra pas à la messe. Peut-être le verra-t-il depuis les cieux, puisqu'on peut tout voir de là-haut. Juan Barrera Méndez et 9 autres sont déclarés martyrs de la foi et béatifiés ce 23 avril 2021. On les appelle les 10 martyrs de Quiché. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens guatémaltèques le surnomment le Carlo Acutis du Guatemala. Nous pouvons nous confier à son intercession pour qu'il augmente en nous la foi et le désir de conversion de suivre le Christ jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver le témoignage que je viens de vous lire sur Juan Barrera Méndez sur le site Aletheia. Je vous retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale. À tout de suite. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous parler de 2 livres. Le premier, celui de Jacques Gauthier. Donc, comme je vous le disais au début de cette revue de presse, je vous ai parlé de Jacques Gauthier à l'occasion de la crise de la quarantaine. Là, je vais vous parler d'un livre qu'il a tout simplement appelé « Les défis de la soixantaine ». Je vous donne une présentation de l'ouvrage ainsi qu'un extrait du livre. Le livre est paru aux éditions de l'Emmanuel. Dans cet ouvrage, l'auteur apporte ses conseils sur les attitudes à adopter pour passer le cap de la soixantaine. Assumer son passé, écouter sa blessure, reconnaître sa faiblesse, accueillir sa fragilité, désirer aimer. Il aborde également de manière pragmatique des réalités telles que l'andropause, la ménopause, la retraite, l'art d'être grand-parent, vieillir et mourir. Un poème termine chacun des 8 chapitres pour laisser la place au désir et à l'intériorité. Je vous lis donc maintenant un extrait du livre. La crise, celle de la soixantaine, est donc une opportunité qui permet de trouver un nouvel équilibre. Elle nous conduit normalement à une plus grande maturité et sérénité. Chaque dépassement est ressenti comme des petites morts qui nous dépouillent, des moments pénibles qui nous redéfinissent, des occasions de croissance qui nous aident à renaître, car nous n'avons jamais fini de nous développer et de nous transformer. Ce livre sur la soixantaine se situe dans la continuité de mon essai « La crise de la quarantaine ». Il n'y a pas de commune mesure entre ces 2 étapes de l'âge adulte. La première, plus tourmentée, est vue comme une seconde adolescence, une crise du désir où tout est remis en question.
La deuxième, plus sereine, est celle de l'intégration des valeurs, de la récolte de ce que l'on a semé, de la fécondité intérieure. Cette sérénité dynamique suppose que la quarantaine a bien été assumée, ni fuie, ni oblitérée, ce qui aurait pour conséquence de fâcheux retours de bâton quelques années plus tard. On ne peut pas toujours vivre coupé de soi-même, sans connaître son désir profond, qui est le désir d'aimer, sans communier à sa source intérieure, sans boire l'eau de son propre puits. Chaque étape réussie est l'occasion d'un retournement intérieur, d'une mutation. Cette transformation nous donne une plus grande énergie, une nouvelle joie, un sens accru de la liberté. Certains ont pu dire que la vie était séparée en deux, avant 40 ans et après. Selon le psychologue américain Daniel Levinson, cette étape de la quarantaine est la plus importante des transitions chez l'homme. Ces études empiriques, menées auprès de sujets masculins, ont montré que la pointe de la crise se situe normalement entre 38 et 43 ans. Elle peut durer jusqu'à 55 ans. Cette phase de transition sert de pont entre le jeune adulte, homme ou femme, et l'adulte de l'âge mûr. Les Romains appelaient sénex l'homme de 60 ans, d'où le joli terme de sénilité. On était vieux à 60 ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. Dans ce livre, il faut comprendre la soixantaine comme un âge qui s'échelonne de 55 à 70 ans. Cette période arrive souvent après l'andropause et la ménopause pour les femmes. C'est normalement l'étape de la retraite, le temps d'être grand-parent, le début des signes du vieillissement et de la sécheresse spirituelle pour beaucoup, l'accueil de ses propres limites et de l'acceptation de la mort. Chaque individu vit ce stade à son rythme, selon le bilan qu'il fait de son passé et l'orientation qu'il veut donner à son avenir. Tout dépend de sa santé physique et financière, de son évolution psychologique et de son cheminement spirituel. Cette étape peut être ennuyeuse et pénible si l'on reste inactif et amer, ou bien épanouissante si l'on a des projets et que l'on demeure vraiment acteur de sa vie. La soixantaine affecte autant les femmes qui ont à faire le deuil d'une certaine jeunesse que les hommes qui s'interrogent sur leur virilité. La soixantaine peut être l'occasion d'une plus grande liberté intérieure si nous savons en relever les défis. Cet âge invite à faire le tri de ce que nous avons accumulé, à l'intériorité, au silence qui nourrit l'âme, à l'unité entre les différentes parties de notre être physique, psychique, social, professionnel et spirituel. Le désir d'aimer devient le seul qui importe vraiment. Ses fruits sont l'accueil de soi et de l'autre, l'amitié, la tendresse, la sagesse et la sérénité. C'était un extrait du livre de Jacques Gauthier, Les défis de la soixantaine, paru aux éditions de l'Emmanuel. Et enfin, le deuxième livre donc de Guy Barret, un livre préfacé par Monseigneur Ray, intitulé « Publie ma gloire », un livre pour rassembler les apparitions mariales. Ça tombe bien, nous sommes dans le mois de Marie. Présentation de l'ouvrage. « Publie ma gloire » est un recueil des paroles de la Sainte Vierge. Tout ce qu'elle a pu prononcer lors de son passage sur Terre, mais également ses messages délivrés lors de ses apparitions. La Sainte Vierge n'est pas bavarde, elle accorde une place importante au silence. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, comme nous le dit l'évangile de Saint Luc. Chacune de ces paroles qui nous est rapportée a du poids. Chaque parole est également une leçon. C'est ce que souhaite mettre en évidence l'auteur. L'Annonciation, la Visitation, le recouvrement de Jésus au Temple, les noces de Cana, ce sont les seuls moments transmis par les évangélistes ou la Sainte Vierge elle-même. Il n'y a que 18 apparitions mariales qui sont parvenues au dernier degré de reconnaissance par l'Église. 4 apparitions en France, le Lot, la Salette, Lourdes et Pontmain. Ces apparitions appartiennent à notre patrimoine immatériel. Ce livre de Guy Barret nous montre le point commun des messages délivrés lors de toutes ces apparitions. Que les hommes prient et se rapprochent du Christ. Il nous donne aussi un peu de notre histoire et nous aide à mieux connaître notre Mère du Ciel et combien elle est présente et nous guide dans notre actualité. Publie ma gloire de Guy Barret, paru aux éditions Via Romana. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du lundi 17 mai 2021.
Je vous redonne les titres de l'actualité. Nous avons commencé par la vie de couple, à savoir comment s'aimer malgré la distance. Je vous ai lu l'interview de Véronique Suquet, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël dans le Val-de-Marne, conseil qu'elle a donné au magazine Zélie numéro 42. Je vous ai ensuite donné le témoignage de Juan Barrera Mendes, dit Juanito, un nouveau bienheureux qui rentre dans l'église du ciel, un martyr donc de l'âge de 12 ans, qui est, on va dire, le frère jumeau de Carlo Acutis pour nous en Occident. Je vous rappelle que la mère de Carlo Acutis est intervenue en direct sur Radio Maria France. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour écouter son témoignage. Culture chrétienne, je vous ai lu d'abord Les défis de la soixantaine de Jacques Gauthier, paru aux éditions de l'Emmanuel. Et enfin, Publie ma gloire, un livre pour rassembler les paroles de la Vierge Marie lors de ses apparitions en France, donc un livre de Guy Barret, préfacé par Monseigneur Ray, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de l'Homme Nouveau, www.hommenouveau.fr. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria. Et pour tous nos abonnés et ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à nous dire sur notre chaîne YouTube, à nous laisser des commentaires si vous souhaitez que je vous parle de thématiques qui vous intéresseraient plus particulièrement. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.